Vas-y, mets ton écran. Enfin, mets la présentation, s'il te plaît. Arrêtez, non? Là, ça enregistre. Et puis, on va… Antoine, tu es prêt? Ouais, moi je suis prêt, c'est bon. OK. Le son, c'est bon, Eva? Oui, c'est bon, oui. Allez, on y va. Go live. Bien, nous allons débuter ce webinaire organisé par le réseau Fiti Network. Donc, je tiens à remercier tous nos participants d'avoir pris le temps de s'inscrire et de participer à ce webinaire. Je souhaite aussi la bienvenue à nos participants et je souhaite aussi accueillir nos deux intervenants, Antoine Blandel, notre partenaire fondateur de la société LAC. Bonjour. Bonjour Jérôme. Bonjour. Voilà. Et nous serons aussi rejoints par Jérôme Mouterde, qui est le président fondateur de la société Dalsun, qui viendra nous parler de son expérience du produire en France. Je souhaite aussi remercier Eva Audrespin pour avoir organisé et coordonné la préparation de ce webinaire que nous allons donc très prochainement débuter. Jérôme, je te propose de te passer la parole. Jérôme ou Antoine? Oui. Donc Jérôme Mounter nous a rejoint. Il avait quelques contraintes auparavant. Bienvenue Jérôme, bienvenue Antoine. Eva, je te propose de passer au slide suivant, si tu veux bien. Voilà, donc je vais juste rappeler brièvement le programme. Je ferai une très courte introduction dans les minutes qui viennent concernant le réseau Fiti Network. Nous passerons ensuite la parole à Antoine Blandel, fondateur de la société LAC pour logistique, appui et conseil. Antoine est spécialisé dans la réalisation de diagnostics et de mise en œuvre de solutions logistiques pour les entreprises. Il intervient en particulier en France, mais pas que. Il nous parlera de son expérience. Antoine, je te passe rapidement la parole pour que tu puisses déjà saluer nos participants et dire deux mots si tu le souhaites. Eh bien, merci Bruno. Bonjour à tout le monde déjà. Enchanté d'être avec vous ce soir pour 7h30. Et effectivement, quel enjeu allons-nous aborder ce soir? Alors, sous un spectre qui est celui que nous avons choisi et qui nous permettra de voir les différentes possibilités qui tournent autour du terme réindustrialisation et donc produire en France, effectivement. Parfait. Merci Antoine. On te passera très prochainement la parole pour ta présentation. Je souhaite aussi donc la bienvenue à Jérôme Mouterde, président fondateur de la société Dalsun, associé de la société solaire 2G. Jérôme développe des panneaux solaires hybrides pour le logement. Il nous parlera de son expérience très opérationnelle en matière de produire en France. Jérôme, je te passe la parole si tu veux dire un petit mot d'introduction et de présentation pour nos participants. Bonjour à tous. Effectivement, nous, on est la société Dualsun. On développe depuis maintenant 12 ans un panneau solaire de nouvelle génération qu'on fabrique en France, donc qui est made in France. Et je suis ravi d'être avec vous ce soir pour essayer de donner un humble témoignage sur ce qu'on développe chez Dualsun depuis 12 ans. Parfait. Merci Jérôme. On te passera prochainement la parole. En termes de programme, donc,
Je fais une petite introduction de quelques minutes. On passera ensuite la parole à Antoine, qui nous parlera de son expérience. Jérôme nous parlera de son expérience très opérationnelle. Et nous aurons ensuite, dans 1 heure environ, des échanges avec nos participants, à qui je souhaite indiquer que le chat est ouvert. Donc, au fur et à mesure de vos questions, n'hésitez pas à les adresser à travers le chat. Et Eva les reprendra dans un second temps pour les poser à Antoine, à Jérôme ou à moi, en fonction de leur nature. Je te propose, Eva, de passer au slide suivant. Voilà nos 3 intervenants. On peut passer aussi. Fit in Network. Donc, en quelques mots, je pense que la plupart des participants nous connaissent, font partie de notre communauté ou de nos contacts. Mais en quelques mots, aujourd'hui, Fit in Network est un réseau européen de compétences disponibles. Nous avons un peu plus de 2100 professionnels qui sont référencés et tous inscrits et visibles sur notre plateforme. Au-delà de cette communauté, nous avons un accès à un peu plus de 29 700 contacts à l'échelle européenne. Donc, ce sont des contacts auprès desquels nous intervenons pour nos missions, pour nos recherches, pour nos candidatures. Notre solution, notre offre de service est de trouver la meilleure compétence disponible à un moment donné, entre 4 et 6 jours ouvrables maximum, partout en Europe, par rapport à nos 3 métiers, qui sont le management opérationnel, le management financier et le management des ressources humaines. Nous proposons plusieurs solutions pour nos clients. La première est le management de transition pour des missions minimum 4 mois qui sont la plupart du temps renouvelées et qui vont en moyenne de 8 à 9 mois. Nous proposons aussi des missions de management de transition avec des options de recrutement en CDI, une formule très prisée par les entreprises, notamment dans cette période de tension sur le marché de l'emploi. Donc, nous avons aujourd'hui environ 1 mission sur 4 qui se transforme en recrutement en CDI, une proportion en croissance. Et nous faisons aussi pour nos clients qui cherchent à recruter directement des recrutements exécutifs express. Et ça représente aujourd'hui environ 1/3 de nos activités. Voilà pour le réseau Fit in Network. Eva, sur le slide suivant, je rappelle simplement nos 3 métiers: management opérationnel, management financier, le management des ressources humaines, qui s'adresse à la fois pour les experts, auprès desquels nous proposons de trouver rapidement des opportunités, et il s'adresse aussi à nos clients, bien sûr, avec l'ambition de trouver rapidement la meilleure compétence disponible à un moment donné. Voilà pour la présentation du réseau. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai en fin de webinaire. Avant de passer la parole à notre ami Antoine, je souhaiterais juste introduire le sujet. Produire en France, c'est possible, un thème d'actualité pour le moins. La France se positionne, d'après les derniers chiffres qui datent de l'été 2021, comme 7e puissance industrielle mondiale. Environ 235 000 entreprises ont une vocation industrielle sur le territoire national. Cela représente environ 10% du PIB français. Et je pense qu'Antoine nous en dira un petit peu plus tout à l'heure. Et il y a à peu près 2,7 millions d'emplois directs qui sont concernés par les activités de production industrielle en France. Donc, un sujet qui concerne un grand nombre d'entreprises, un grand nombre de salariés, qui a fait l'objet du lancement d'un plan France 2030 par le président de la République française, il y a juste 1 an,
avec un programme d'industrialisation et de produire mieux en France, associé à un programme d'investissement d'environ 54 milliards d'euros. Donc, c'est une ambition française. La France a aussi lancé un logo fabriqué en France, qui se décline de plus en plus sur les produits d'origine nationale. Et vient de se tenir très récemment, porte de Versailles, le salon du Made in France, du 10 au 13 novembre, qui a été inauguré cette année par le ministre Bruno Le Maire. Un peu plus de 100 000 visiteurs, plus de 1000 exposants, une 10e année d'existence pour ce salon. Les startups, les grandes entreprises, la plupart du tissu industriel français étaient au rendez-vous. Donc, nous sommes vraiment au cœur de l'actualité de la production en France. Voilà la brève introduction que je souhaitais faire. Antoine, je te passe la parole et je te laisse nous préciser tes compétences, les solutions que tu apportes et ta vision du produire en France pour nous confirmer que c'est bien possible. Est-ce que notre ami Antoine est là? Merci Bruno. À toi. Merci. Eva, vous pouvez passer, si vous le souhaitez, cette slide, ainsi que celle-ci, qui reprend le plan, mais Bruno vient de nous en faire un bon communiqué. Logistique appui conseil, pour commencer. Logistique appui conseil, déjà, se base sur quelque chose dont nous sommes persuadés, c'est que la supply chain est un élément de compétitivité pour les entreprises. Lorsque l'on entend supply chain, lorsque je parle de supply chain, j'en parle des approvisionnements jusqu'à la livraison client, en passant par les différentes étapes, y compris la production, et donc tout le monde industriel dont nous allons parler ensuite, qui en fait partie. Et comment est-ce que nous faisons cela? Eh bien, nous donnons comme mission d'accompagner les entreprises dans une flexibilité qui est de plus en plus nécessaire pour nos différentes supplies, et ces dernières années nous l'ont montré. Et cela avec quelques valeurs simples, avec beaucoup d'humilité, puisque les entreprises ont leur histoire, les entreprises ont toujours construit pour des bonnes raisons un certain nombre de process et de flux. Donc c'est bien avec beaucoup de respect, de simplicité, mais énormément d'engagement que l'on va auprès de nos clients. Eva, on peut passer à la slide suivante. Sur quels enjeux est-ce que nous intervenons? Tout d'abord, sur deux thématiques. Le supply chain design ou bien sur la supply chain opérationnelle, c'est-à-dire tant sur les différents maillons qui peuvent la composer de manière indépendante, ou bien sur les flux qui peuvent les lier les uns aux autres. Ça, c'est un premier point. Dans quel domaine? Industrie, distribution, prestation. Industrie, nous sommes intervenus depuis 2018, date de création de Logistique Appui et Conseil, tant dans l'automobile que la défense ou bien la production de du point de vue de la distribution, nous intervenons également dans le monde du e-commerce, de la food tech ou du gros œuvre, et ce, tant sur l'aspect supply design que supply opérationnel. Et enfin, trois modes d'intervention. Le conseil, on verra un petit peu après sur quel type de conseil nous pouvons intervenir. Le support, accompagnement au changement, accompagnement des dirigeants, éventuellement période de crise, mais période de crise que l'on retrouve surtout dans le management de transition, qui prend quand même la majorité de nos missions de transition, avec de temps en temps un petit peu de replacement ou de mise en place de nouveaux process dans les entreprises. On peut passer de slide, Eva. Merci. Les différentes réalisations que nous avons faites.
les différentes réalisations. Alors, j'en ai mis quelques exemples parce qu'il ne s'agit pas de faire un panégyrique depuis 2018 de ce que Logistique Appui et Conseil a pu réaliser avec ses clients. Mais nous sommes intervenus sur des éléments de simulation de flux, d'études d'automatisation ou bien des approvisionnements, tant dans les prévisions d'appro que des missions de transition sur les appros. En études d'automatisation, nous avons eu l'occasion de faire chez des industriels justement des études pour apporter une automatisation et ainsi permettre aux industriels tant des gains de productivité et donc une hausse très claire de leur capacité de production ensuite. Et enfin, des simulations de flux. Donc là, on est plus dans des éléments prévisionnels, dans des éléments d'amélioration. Et pour travailler sur ce type de thématique, eh bien, nous utilisons un logiciel qui s'appelle Arena et qui nous permet de simuler de manière tout à fait précise des flux présents ou à venir que l'on pourrait imaginer dans une entreprise. Et rapidement, ces simulations ont pu avoir lieu tant sur des flux intra-usines que des flux globaux de supply dans la thématique dont je parlais tout à l'heure, du supply design. Logistique Appui Conseil, c'est 3 personnes. Logistique Appui Conseil, c'est 3 personnes qui ont des degrés de spécialisation divers et variés, mais qui, dans tous les cas, sont tout à fait à même d'intervenir sur la supply design à minima et différents échelons de la supply chain opérationnelle. D'abord. Ensuite, et j'en ai parlé il y a quelques instants, c'est un système de simulation de flux qui nous permet effectivement d'être beaucoup plus rapide, d'une part, mais beaucoup plus fin dans les préconisations que l'on peut apporter à nos clients. Et enfin, pour terminer sur la présentation de Logistique Appui Conseil, nous avons un leitmotiv qui est effectivement non seulement d'apporter du conseil à nos clients, mais surtout d'aller au bout de nos propositions. En ce sens où, à partir du moment où on apporte une proposition d'amélioration, où on apporte une réponse à une question que les clients peuvent avoir, eh bien, on aime bien assumer cette question, et c'est-à-dire accompagner le client à minima, quitte à faire un petit peu de transition, pour aller jusqu'au bout du résultat. On peut passer à la slide suivante. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Entrons dans le vif du sujet et produire en France. Produire en France, déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Réindustrialiser, qu'est-ce que ça veut dire? On parle de désindustrialisation dans 2 cas. On parle de désindustrialisation à partir du moment où, effectivement, on va constater une baisse sur les emplois industriels, d'une part, et d'autre part, à partir du moment où la valeur de la production industrielle dans le PIB diminue. Alors, effectivement, à partir du moment où on se dit ça, on observe ce qui s'est passé. On observe ce qui s'est passé, et puis bon, les 2 courbes que je vous ai mis à l'écran vous permettent de vous rendre compte assez facilement des choses. Il y a déjà un historique qui est long et qui continue. Ça, c'est une première chose. On voit très clairement une baisse de la part de l'industrie dans le produit intérieur brut. Maintenant, une fois qu'on s'est dit ça, eh bien, on n'a pas vu l'intégralité du sujet. On peut passer à la slide suivante, là. Merci. Effectivement, on n'a pas vu l'intégralité du sujet puisque on a tout de même
une industrie qui, depuis 1970, alors vous avez sur le graphe de droite affiché depuis 1990, qui en valeur absolue n'a pas forcément beaucoup diminué. En valeur absolue. En valeur absolue, ça veut dire que, eh bien, on a eu, dans la part du PIB, une très forte augmentation de la valeur des services. Et en conséquence, eh bien, cette croissance nettement plus rapide de la valeur ajoutée des services a fait diminuer la part de l'industrie. Il y a quand même une réalité, c'est que, et pareil, on le voit sur notre graphe de droite, eh bien, la désindustrialisation s'est particulièrement aggravée ces 15 dernières années. Effectivement, l'indice de la production manufacturière, cette fois, a diminué de un peu plus de 14% entre 2000 et aujourd'hui. Maintenant, cette période a été particulièrement affectée, notamment à partir de 2008-2009 et par la crise financière et puis ensuite par la crise de la zone euro à partir de 2010. Le graphe de gauche, lui, nous montre, bon, déjà, le maintien de la valeur, ça c'est une chose, hein, une valeur au-dessus de la ligne des 0% qui est créée chaque année par l'industrie. Mais pour autant, des emplois qui, eux, sont toujours en perte de vitesse. Maintenant, après ce bref historique, il faut comprendre les grandes lignes de ce qui a entraîné ce cycle. Pourquoi est-ce qu'il faut les comprendre? Parce que ces grandes lignes sont en grande partie celles sur lesquelles on va se baser ensuite pour parler de réindustrialisation. Donc, on peut passer la slide. Merci. Ces grandes lignes, d'abord, on a assisté à une modification tout à fait structurelle de nos économies. Une première modification qui est appelée communément l'externalisation. Effectivement, cette externalisation, eh bien, c'est comment l'exprimer? Eh bien, c'est qu'une partie des activités des entreprises manufacturières a été transférée petit à petit vers les services. Effectivement, des prestations qui étaient réalisées par les salariés des entreprises industrielles ont été transférées petit à petit. On peut penser alors au marketing, à la communication, à la comptabilité, au nettoyage, mais également à la logistique ou bien à l'intérim, puisque tous ces éléments qui étaient considérés comme des emplois industriels, aujourd'hui, ne sont plus dans la même considération. Et en conséquence, nous explique en partie, eh bien, cette décroissance est un des éléments de ce que l'on appelle la désindustrialisation. Ces nombreux services qui étaient regroupés dans une même entreprise et à ce titre constituant de la valeur ajoutée industrielle ont pu être sous-traités. Et selon différentes études, ils pourraient représenter jusqu'à 25% de la perte de l'emploi industriel entre les années 80 et 2010. Un autre point dans cette modification structurelle est un point combiné entre les gains de productivité et la modification de la demande. Ce point combiné, eh bien, à partir des gains de productivité réalisés par les entreprises. Les entreprises ont réalisé des gains de productivité très rapides entre les années 2000 et 2015,
qui est aux alentours de 3%. Ce qui est un chiffre important, puisque dans le même temps, les services n'avaient pas ce type de gain de productivité. Les consommateurs, du coup, ont alloué une part croissante de leurs dépenses aux services au fur et à mesure que leur niveau de vie pouvait s'élever. Donc, les innovations technologiques, les améliorations en gestion de production ont permis à l'industrie de réaliser ces gains et qui ont induit une baisse des prix. Là encore, la part de l'industrie dans la consommation s'en est vue réduite. Et l'ensemble de l'économie des pays européens s'est transformé en une économie post-industrielle qui a été marquée par une très forte tertiarisation du tissu économique. En d'autres termes, l'industrie a glissé petit à petit vers des services à haute valeur ajoutée. Combiné à cela, eh bien, on a eu la déformation de la demande des consommateurs au profit des services. Et là encore, ce deuxième point, cette combinaison finalement, eh bien, a entraîné une grande partie des pertes d'emplois dans l'économie. Certains économistes s'avancent on fait des calculs et disent que ce serait à peu près 30% des pertes d'emplois sur la période citée précédemment. Eva, on peut passer à la slide suivante. Deuxième point, sur la réindustrialisation, après la modification structurelle de l'économie, la montée en puissance des capacités de transport et de communication. Et cette montée en puissance aborde un thème, finalement, que l'on connaît bien, puisqu'on en parle beaucoup. Et je cite les délocalisations. Effectivement, la désindustrialisation peut également s'expliquer par la mondialisation des échanges et donc la concurrence globale qu'elle a pu engendrer. Peu à peu, on a insisté à la migration des industries vers les pays en développement et les nouvelles puissances économiques. Coût salarial moins élevé, avantages concurrentiels, tarifs des transports tout à fait raisonnables. Eh bien, tous ces éléments ont engendré un espèce de courant qui nous emmenait vers des délocalisations assez massives. Aujourd'hui, la puissance industrielle de ces pays émergents, je citais la Chine en tête, et puis la très forte intensification de la concurrence internationale ont très clairement été des sources de perte de parts de marché. Sur le marché domestique pour l'industrie française, et donc ça a encore accéléré cette diminution de la part de l'industrie dans la production nationale. Pour autant, cette concurrence internationale est loin d'être la seule cause déterminante, comme on a pu le voir juste avant. Certes, les économies développées ont fait jouer des avantages comparatifs sur les différents métiers qu'ils pouvaient pratiquer. Certains pays, comme la Grande-Bretagne, ont choisi le tertiaire, quitte à avoir une énorme désindustrialisation. Les Allemands ont choisi l'industrie. La France a choisi un petit peu plus, a choisi du pragmatisme, un petit peu plus, je ne sais pas, mais a choisi du pragmatisme. Et donc aujourd'hui, n'ayant pas fait le choix de l'un ou de l'autre, eh bien, il s'avère un petit peu compliqué de choisir le courant dans lequel il faut s'insérer. Oui, merci Eva.
les limites que l'on entend au produire en France. Les limites que l'on entend au produire en France, eh bien, ont toutes commentaires sur lesquels on pourrait prendre un petit peu de temps. J'ai choisi ce soir de ne pas prendre énormément de temps sur ce point, mais plus sur la manière dont on peut remettre de l'industrie et quels sont les axes qui ont été choisis en France, tant par les pouvoirs publics que par les entreprises, pour pouvoir relancer l'industrie au sens dont on parlait un petit peu avant. Effectivement, les limites dont on entend parler, eh bien, vient souvent en tête le coût du travail et la lourdeur de l'administration en général. On entend également parler des normes, des compétitivités, de la compétitivité prix, du coût de l'innovation dans notre pays. Tous ces éléments ont tous une raison d'être, évidemment, mais également des possibilités de ne pas être des empêcheurs de construire le produit en France. On peut passer à la suivante, Eva. Et effectivement, on va parler d'écosystème global. On va parler d'une demande qui va régénérer l'industrie. Puisqu'effectivement, l'industrie seule, elle ne pourra pas faire grand-chose. D'abord, l'industrie sans clients, elle ne pourra pas faire grand-chose non plus. Et l'industrie sans salariés, non plus aussi. C'est donc tous ces éléments qui vont permettre une construction du Made in France avec des salariés et des consommateurs. Maintenant, on a des tendances, des signaux faibles qui nous montrent que, effectivement, le produit en France est en train de revenir, qui nous montrent que les réalités très concrètes de ce que vivent les entreprises sont vraiment en train de se remettre en place. Ces dernières années, si effectivement on a constaté une chute de la part de la production industrielle dans le PIB, on a quand même vu une compétitivité coût, au sens coût de production, qui s'est largement améliorée. Cette compétitivité coût positionne la France, et là je me base sur un baromètre publié en mai de cette année par Ernst & Young, qui pour la 3e année consécutive positionne la France comme première destination européenne en matière d'investissement étranger dans le milieu industriel. Néanmoins, de ces éléments qui sont encourageants, effectivement, on ne voit pas encore une accélération significative de la production. Le contexte reste encore assez perturbé tant par la crise sanitaire qui, qu'on le veuille ou non, a eu un impact, et par la suite, effectivement, la guerre qui a cours en Ukraine. Soit c'est bien des réalités, quand on parle de difficultés d'approvisionnement, quand on parle de variabilité des taux, eh bien, ce sont des réalités que l'on croise chaque jour dans les entreprises. Et c'est bien avec ces éléments que la réindustrialisation peut venir. Dans les éléments encourageants que l'on constate, eh bien, il y a une première chose. C'est que notre tissu économique industriel est constitué à 90% par des PME et des ETI. Qu'aujourd'hui, ça représente
allez, 12% de l'emploi. Effectivement, l'idée est de le monter, mais enfin, ça représente 12% de l'emploi. Du point de vue écologique, on a actuellement une prise de conscience qui nous emmène à comprendre que 34% de production de CO2 à partir du moment où on achète un produit qui vient de loin versus un produit made in France, eh bien, ça peut avoir un impact. Peut-être pas pour nous, mais pour nos enfants, pour nos petits-enfants. D'une part, et d'autre part, si on regarde l'écologie au sens global, eh bien, du côté des conditions de travail, on a certaines manières de voir les choses dans notre pays qui font qu'on est effectivement en grand écart par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays. Et de ce point de vue, là aussi, une prise de conscience petit à petit est en train d'arriver. Et cette prise de conscience permet à des acheteurs d'accepter des hausses de prix pour pouvoir pallier à ces éléments. Et enfin, du point de vue opérationnel, eh bien, nous avons des délais qui sont nettement plus acceptables dès lors que la production a lieu dans un environnement proche et des risques qui sont tout de même largement plus contenus à partir du moment où on peut discuter avec son fournisseur en direct. On peut aller le visiter plus simplement. On peut évoquer des soucis, on peut évoquer des problèmes plus directement et donc mettre en place des solutions plus simplement. Aujourd'hui, il y a différents piliers sur lesquels réindustrialisation se mettre en place. Mais d'abord, une première chose qui est constatée tant par les chercheurs que par les commissions, les commissions qui ont lieu au Sénat, à l'Assemblée nationale, que par l'économie en général, c'est que l'industrie a eu ces dernières années un vrai déficit de communication, si vous me permettez l'expression. Et aujourd'hui, effectivement, ce déficit de communication a eu un premier impact. Ce premier impact, il est sur la jeunesse et sur la formation. Alors, c'est Thierry Veil, qui est professeur de management de l'innovation aux mines ParisTech, qui disait « Attention à ne pas perdre nos compétences et notre savoir-faire ». Bah oui, ça commence par là, effectivement. Ça commence par là, qu'il s'agit de faire prendre conscience aux jeunes que l'industrie peut être porteuse d'emploi et ne doit pas simplement être réservée aux jeunes qui ont un petit peu plus de difficultés. Les ingénieries sont au cœur du réacteur de l'industrie. Là où vont se concentrer les innovations, les briques technologiques. Là où l'on va tracer des limites de ce qu'on souhaite faire et de ce qu'on veut faire demain, que ce soit économiquement ou technologiquement. Les nouveaux lieux de production vont être adossés aux ingénieries de manufacturing, alors que celles de la conception vont être au cœur de la réinvention des produits et des services. Donc, sans avoir formé correctement nos jeunes du monde industriel, j'entends, eh bien, nous aurons des difficultés. C'est un premier point d'action très important. Former les jeunes pour pouvoir accéder à l'industrie, que ce soit pour l'ingénierie, comme j'en parlais il y a quelques instants, ou que ce soit pour la main-d'œuvre des sites de production. Et cette image qui a été dévalorisée, aujourd'hui, doit être dorée. C'est un premier point. C'est un premier point et en atteste un certain nombre de relocalisations ou de réindustrialisation, donc d'installation d'industrie sur nos territoires,
où l'on constate effectivement que trouver de la main-d'œuvre qualifiée et prête à intervenir, eh bien, c'est effectivement une gageure. Deuxième point, l'investissement. L'investissement, avoir effectivement des actions qui soient à la bonne échelle. Deux types d'investissement. Un premier que je vais me permettre d'appeler macro, va être de dire que l'écosystème industriel va devoir s'appuyer sur les écosystèmes locaux qui existent, on l'a vu tout à l'heure, et favoriser l'articulation donc entre les différents niveaux d'intervention. Pourquoi je dis que c'est un investissement? Parce qu'effectivement, c'est dans les territoires que les entreprises vont construire ces liens. Nous verrons tout à l'heure quelques exemples de réindustrialisation où les entreprises ont très clairement fait le choix non seulement de s'implanter en France, mais en plus de développer l'écosystème qui est autour d'eux. D'avoir des fournisseurs qui sont situés, certains ont choisi une zone géographique précise en termes de kilométrage, d'autres une zone de savoir-faire. Mais c'est un véritable investissement de reconstruire ce tissu. La deuxième, quant à l'investissement, c'est celui un petit peu plus communément entendu, qui est celui des investissements dans les moyens de production. Effectivement, je vous ai fait grâce des graphiques sur les investissements en production, mais enfin, effectivement, il y a un fort besoin de moderniser nos systèmes de production. Et ce fort besoin, c'est tout à fait ce qu'ont entendu les pouvoirs publics, notamment en lançant des plans de financement de l'industrie via notamment France Relance. Bruno en parlait tout à l'heure. Dans ces investissements, et je vais passer un peu rapidement dessus, mais c'est quand même quelque chose d'important actuellement, on pourrait citer de manière tout à fait opérationnelle les aspects de digitalisation ou bien de numérisation. Le développement des politiques publiques en faveur de la réindustrialisation, troisième pilier. Effectivement, la France est par essence un pays industriel. Maintenant, elle doit croire en son industrie et les Français doivent aimer à nouveau leur industrie. Et cela, il y a besoin de quelques piliers. D'abord, renouveler une vision stratégique des pouvoirs publics en faveur de l'industrie. Je ne m'étends pas sur ce sujet, ça concerne principalement les politiques. D'autre part, mettre en place des outils de financement qui sont favorables au développement de l'industrie. On en abordera quelques-uns tout à l'heure. Revaloriser l'image. Je vous en ai parlé auprès des jeunes, mais il en est de même auprès des populations. Et enfin, encourager les logiques coopératives. Quand on parle de logique coopérative, on pourrait imaginer cela, on pourrait imager cela, par exemple, avec ce qu'a fait dernièrement le slip français, en réunissant un certain nombre de producteurs. Avant cela, France Terre Textile avait travaillé sur le sujet depuis 2011 déjà. Et effectivement, leur jeu a été de mettre en place des alliances, de mettre en place des réseaux de personnes qui évoluaient dans le même monde industriel pour pouvoir répondre à ces différents points qu'ils avaient vus depuis un certain temps déjà. Donc, clairement, définir une politique industrielle, ça peut être aider les grands groupes, mais c'est aussi et surtout développer les écosystèmes que l'on a.
Antoine, je me permets juste de souligner l'importance de tes propos et des exemples que tu donnes en t'invitant à, à consacrer les 5 prochaines minutes en allant à l'essentiel, puisqu'il reste encore quelques slides très importants. Et notre ami Jérôme est dans les starting blocks. Donc, je te propose de garder un peu de temps pour les questions-réponses qu'on aura tout à l'heure. Mais J'entends. je t'invite à passer les slides importants qui suivent, qui ont des informations essentielles pour notre auditoire. J'entends et je vais donc faire un petit peu plus bref. Alors, un dernier point tout de même sur l'innovation, qui est un des points stratégiques de la réindustrialisation. Jérôme nous en parlera un petit peu, mais toutefois, effectivement, l'innovation est l'avenir de l'industrie en cercle vertueux. Et en conséquence, effectivement, les aspects innovation sont des points sur lesquels, effectivement, l'investissement doit avoir la part belle. Sur l'aspect écologique, je serai assez bref, j'en ai parlé tout à l'heure. Effectivement, on parle d'émissions de gaz à effet de serre qui sont particulièrement importantes quand on arrive du grand import. Bon, différents chiffres circulent. Le sujet n'est pas vraiment là. Le sujet est de voir comment est-ce qu'on peut effectivement avoir et construire une industrie décarbonée pour que nos enfants et petits-enfants puissent continuer à développer ce monde de manière propre, mais surtout avec un avenir sûr. Parfait. Maintenant, le Made in France dans tout ça. Alors, je vais commencer d'abord par quelques exemples. Paraboot 2014. Paraboot 2014 produisait une grande partie de ses chaussures, tant en Asie qu'au Portugal. Basé sur le constat que c'était une entreprise familiale, locale, en l'occurrence basée en Isère, eh bien, ils ont relocalisé. Ils ont relocalisé au point de tout ramener sur un même point de production. Je commence par cet exemple parce que ça montre aussi qu'une entreprise qui a des traditions familiales sur un territoire revendiqué, eh bien, trouve aussi son intérêt, à ce titre-là, faire une relocalisation. Plus récemment, Rossignol, pour une partie de sa production, puisqu'on parle principalement des skis haut de gamme, a ramené sa production à Sallanches. Pourquoi? Parce que, effectivement, pour les utilisateurs de ce type de produit, eh bien, ils sont revenus dans la vallée, et dans la vallée où il y a des compétences et un gage de savoir-faire et de qualité pour ce type de produit. Si on veut citer d'autres exemples que j'ai pu afficher là, eh bien, on peut parler de la manufacture du cycle. Un des fournisseurs de la grande distribution française, qui a également rapatrié, qui est en cours de rapatriement de sa production, et qui crée tout un écosystème autour de son site principal de production pour que les fournisseurs soient le plus locaux possible. L'Uni a fait la même chose en allant vers Bayonne, où ils se sont cantonnés à 150 km autour de Bayonne pour leurs fournisseurs. Alors, l'Uni, c'est le résultat d'une alliance qui a pu permettre ce type de relocalisation. Maintenant, du Hudson, je laisserai Jérôme en parler, et le slip français sont des cas un petit peu différents, puisqu'on n'est pas dans des sujets de relocalisation, mais des sujets purs de réindustrialisation. On peut passer la slide, Eva, si vous voulez. Maintenant, concrètement, comment aller vers une réindustrialisation? Tout d'abord, pas à pas. Surtout,
Je ne veux pas dire pas d'urgence, puisqu'il y en a une, mais surtout, il ne faut pas se presser. Petit 1. Petit 2, les pouvoirs publics ont effectivement mis un certain nombre d'outils à disposition des entreprises pour pouvoir développer cette notion de réindustrialisation. Que ce soit France Relance, France 2030, la BPI, les CCI ou bien Territoire Industrie, qui est une émanation. Eh bien, tous ont des propositions pour accompagner les entreprises dans les processus de réindustrialisation, que ce soit des audits en amont, que ce soit des accompagnements pendant le processus, ou bien sur les financements en tant que tels, il y a des accompagnements. Et enfin, faites-vous accompagner au maximum, parce que un sujet de ou relocalisation ou réindustrialisation est toujours un sujet qui peut avoir un certain nombre de sensibilités. On peut passer la slide. Merci. Maintenant, dans le process de la réindustrialisation, alors je vais essayer de être trop long pour répondre à ce que Bruno me disait il y a quelques instants. Tout d'abord, une première étape qui va être la vision des facteurs externes, avec les contraintes géographiques, réglementaires, on pourra en parler un petit peu plus si vous le souhaitez ensuite. Mais également, toutes les perspectives d'évolution du marché et les attentes des consommateurs. Effectivement, ce sont des éléments qui doivent être pris en compte avant de pouvoir rapatrier une production ou développer une production. La deuxième chose, c'est la vision de l'écosystème industriel. Donc, qu'est-ce que j'entends par écosystème industriel? Deux choses. La première, quelle stratégie? Est-ce que je fais, est-ce que je fais faire? Est-ce que je fais tout seul? Est-ce que je fais en joint venture? Etc., etc. Et l'écosystème des fournisseurs, je l'ai abordé il y a quelques instants avec les exemples des entreprises dont j'ai pu vous parler. Et enfin, l'environnement interne de l'entreprise avec la politique et industrielle et d'innovation, nous en avons parlé il y a quelques instants, la performance que l'on souhaite pour les sites, effectivement, performance, et donc quel développement je souhaite tirer de cette performance pour mon entreprise, et enfin, les processus supply chain et planification qui vont permettre de déployer l'ensemble de l'opération de réindustrialisation. Donc, si l'on veut récapituler, réindustrialiser, c'est mettre dans un écosystème. Et un écosystème, il est bon à partir du moment où il est équilibré. Où il est équilibré entre les secteurs et où il est équilibré dans une zone géographique donnée. Jérôme, je peux te laisser la parole. Très bien. Antoine, merci beaucoup pour cet exposé rempli de vécu, d'exemples et d'expériences. Je ne doute pas que nos intervenants, enfin que nos participants auront des questions. Il y en a quelques-unes qui sont déjà posées. Ça nous permet donc de te mettre en mode pause en attendant de passer la parole à Jérôme Bouterne, qui est un entrepreneur et qui a développé une solution industrielle en France autour des panneaux solaires. Jérôme, je t'invite à rallumer ta caméra et je te passe la parole. Nous sommes tout à ton écoute. Merci beaucoup. Merci de me donner la parole ce soir. J'espère que vous m'entendez bien avant de démarrer. Tout va bien? Très bien. Donc, effectivement, la commande ici est peut-être d'illustrer par le cas de Dualsun les propos d'Antoine à l'instant.
Donc, je me présente en 2 mots. Moi, je suis Jérôme Mouterde. Je suis CEO et cofondateur d'une entreprise qui s'appelle Dualsun. Dualsun, donc on est fabricant français de panneaux solaires. C'est une entreprise que j'ai cofondée en 2010, donc il y a maintenant 12 ans, avec une associée qui s'appelle Laetitia Brottier, en sortant de l'école centrale Paris. Donc voilà, l'idée c'est de vous présenter un petit peu notre produit et puis notre projet industriel, et avec grand plaisir ensuite pour interagir si ça génère des questions. Je vais essayer de ne pas être trop long dans ma présentation pour donner un peu de temps aux échanges. Voilà, déjà, bon, c'est juste pour repositionner un petit peu le contexte et pourquoi le solaire et pourquoi depuis 12 ans on déploie autant d'énergie à développer une innovation dans l'énergie solaire. C'est probablement d'enfoncer des portes ouvertes que de le rappeler, mais je trouve toujours bon de dire qu'on est dans une hausse de température et des prix de l'énergie qui sont sans précédent en ce moment. On l'a, je crois, beaucoup ressenti cet été, en tout cas pour les températures, pour les hausses du prix de l'énergie. C'est quelque chose voilà, que toutes les entreprises aujourd'hui ressentent aussi très fortement et parfois douloureusement. Nous sommes convaincus qu'il est encore possible d'agir chez Dualsun et de proposer des solutions. Et c'est ce qu'on s'attache à faire avec ce fameux panneau solaire hybride. On peut passer la slide suivante. Donc notre mission, globalement, c'est d'essayer de réduire l'impact environnemental des bâtiments par une production locale d'électricité et de chaleur, et donc par le panneau hybride Dualsun que je vais vous présenter et que nous avons développé et que nous fabriquons en France. Ce panneau hybride, je vais essayer de pas trop m'attarder dessus, mais pour donner un petit peu le contexte, c'est un panneau qui ressemble à un panneau photovoltaïque. J'imagine que vous avez en tête que les panneaux photovoltaïques permettent de produire de l'électricité et sont aujourd'hui essentiellement produits en Asie. C'est un fait, c'est plus de 90% des usines de fabrication de panneaux photovoltaïques qui sont logées en Asie. Ce sont des cellules qui permettent de convertir 20% de l'énergie solaire qu'elles reçoivent en électricité. Donc, c'est un rendement qui est correct, mais qui pourra être toujours amélioré. De l'autre côté, il y a depuis 30 ans des panneaux qu'on appelle thermiques purs et que vous avez peut-être aussi croisés, qui sont des panneaux qui permettent de chauffer de l'eau, tout simplement. Et cette eau va être utilisée dans le bâtiment. Et donc, le fait que ce soit chauffé par le soleil permet de générer des économies directement sur la facture, soit de gaz, soit de fioul, qui aurait servi à chauffer cette eau. Donc, nous, avec le panneau Spring que je vous présente ici, on a fusionné sur un même panneau des cellules photovoltaïques en face avant et un système innovant qui permet de chauffer de l'eau qui est plaqué en face arrière des cellules photovoltaïques. C'est le panneau Spring, ça permet de générer 4 fois plus d'énergie. Donc, c'est une innovation qu'on a développée avec l'équipe Dualsun depuis 2010, comme je disais, et qui nous permet de maintenir une certaine compétitivité face aux photovoltaïques asiatiques pour garder un produit en France et un made in France sur ce panneau. Ce slide est peut-être un peu technique, montre les avantages du Spring, l'intérêt de refroidir l'eau chaude, de refroidir les cellules photovoltaïques fait qu'on améliore le rendement des cellules photovoltaïques en face avant. Parce que, en fait, comme beaucoup de devices électroniques, la cellule photovoltaïque, quand elle surchauffe, finalement, elle est moins efficace, comme un portable, un ordinateur ou un téléphone portable. Donc, c'est le fait de la refroidir par la circulation d'eau qu'on a développée permet d'améliorer le rendement photovoltaïque. Et de l'autre côté, cette eau qu'on fabrique avec l'échangeur thermique, les tuyaux d'eau en face arrière, donne de l'eau chaude gratuite et donc des économies très conséquentes sur la facture d'énergie du bâtiment sur lequel les panneaux sont installés. Voilà, et donc ça, en fait, donc c'est comme je disais une innovation qu'on a développée depuis 2010. On a sorti notre premier panneau hybride en 2014, le premier panneau commercialisé, et on a été la première entreprise au monde à obtenir une certification du TÜV Rheinland qui fait référence dans le domaine de l'énergie solaire sur ce panneau hybride. Hybride, donc c'est électricité eau chaude fusionnée sur un même panneau. Donc ça, c'était en 2014. Ça a été relativement long de lancer la fabrication, la commercialisation de ces panneaux innovants. J'ai souvent coutume de dire que, en même temps qu'on a développé le panneau en tant que tel, l'innovation que je viens de vous présenter, on a aussi beaucoup travaillé notre machine de vente, c'est-à-dire comment est-ce qu'on allait vendre et déployer les ventes de ces panneaux innovants. C'est-à-dire que je crois assez peu, en tout cas pour ce qui concerne Dualsun, à ce qu'on appelle un peu le techno-push, c'est-à-dire j'ai une bonne techno, ça va se vendre. Je suis assez convaincu que le plus difficile, c'est plutôt de vendre
que de produire. C'est peut-être mon côté ingénieur qui fait ça et qui fait que j'ai un peu peur de ce que je connais moins bien, et donc le côté vente. Mais en tout cas, on s'est attaché dès 2010 à développer cette machine de vente pour essayer d'enclencher les ventes d'une innovation qu'on développait, on va dire, dans le labo, quoi. Donc, pour dire que voilà, en 2014, on a lancé notre premier panneau. En 2017, on a lancé une deuxième version du panneau. En 2019, une troisième version du panneau, un peu toujours pareil pour faire la comparaison avec l'iPhone, quoi. À chaque fois, on améliore les fonctionnalités, on améliore les performances du panneau physique qu'on produit. Mais pendant tout ce temps, en temps masqué, on a aussi beaucoup poussé notre machine de vente, qui est une machine de vente très digitalisée, où on fait beaucoup d'études pour nos clients sur une plateforme totalement en ligne, automatisée, qui permet à nos clients d'estimer le potentiel de leur toiture avec des panneaux DualSense, d'être mis en relation avec un professionnel pour faire le chiffrage. Tout ça, ça a permis un vrai décollage de l'entreprise il y a un peu moins de 2 ans, où on a connu chaque année un doublement de notre chiffre d'affaires, et maintenant on a généré cette année un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros cette année. Donc on est à l'équilibre depuis seulement 2 ans, après 12 ans d'aventure entrepreneuriale. On a notre siège social qui est basé à Marseille, notre site de production qui est basé à Jujurieux dans l'Ain, et on voit une photo ici. Et on a investi au total, avec nos levées de fonds et les subventions, aides européennes autour de la réindustrialisation, ou de l'industrialisation tout court, un total de 19 millions d'euros. Notre panneau Spring dispose du label fabriqué en France, puisqu'il a plus de 50% de sa valeur qui est acquise en France. Je n'ai pas beaucoup insisté sur le fait que le photovoltaïque n'est pas encore produit en France pour nos produits. C'est un projet qu'on a à 5 ans, mais qui est beaucoup plus ambitieux en termes de CAPEX. Et on a eu beaucoup d'accompagnement de BPI France dans les différents cercles dont ils disposent autour de l'accompagnement industriel, notamment la French Fab, du plan France Relance, et on est labellisé vitrine industrie du futur, parce qu'on essaie de beaucoup pousser l'automatisation et voilà, l'exemplarité sur le côté industriel de ce qu'on fabrique. Je suis quasiment au bout. Le slide suivant, j'ai déjà bien empiété, c'est-à-dire qu'on a dans notre gamme le panneau Spring qui est made in France et qui est vraiment notre innovation. On a aussi développé un add-on à notre gamme, un panneau flash qui est un simple photovoltaïque, parce que ça va en complément de nos panneaux Spring sur les toitures de nos clients. Et pour le coup, on n'est pas encore fabricant de ce panneau flash. On le fait produire en OEM dans des usines plus importantes que nous. Et c'est vraiment la prochaine grosse étape à franchir pour Dualsun, qui passe de start-up à PME à entreprise industrielle, de réussir à réindustrialiser le côté photovoltaïque. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que ça peut générer des échanges et des questions, plus que de trop dérouler une présentation longue. Très bien, merci Jérôme. Ça a été effectivement efficace et très instructif en termes d'exemples d'industrialisation de solutions en France. Donc merci pour cet exemple. Merci Antoine aussi pour tout ton partage d'expérience. Nous sommes largement dans les délais qu'on avait prévus. Je propose donc de passer aux échanges avec les participants. Eva, on a un certain nombre de questions. Je te propose de les partager et de les attribuer à nos différents intervenants. Et n'hésitez pas à continuer à poser vos questions via le chat. On va faire au maximum pour y répondre à toutes. À toi, Eva. Alors, la première question est de Frédéric Philly, donc c'est pour vous, Bruno. Qu'est-ce que le management opérationnel, et cela compte aussi le direction générale? Alors, effectivement, donc, concernant la présentation de Fiti Network, j'avais indiqué que nous avons 3 métiers, métier du management, de la finance et des ressources humaines. Et dans le management opérationnel, nous avons les activités de direction générale, de direction industrielle, de direction de projet, de direction supply chain, métier notamment exercé par LAC et Antoine et ses équipes. Et tout ce qui concerne le management opérationnel des entreprises. Voilà pour cette question. Je te propose peut-être de passer sur des questions sur le produire en France. J'en ai vu passer quelques-unes qui peuvent intéresser Antoine et Jérôme. Je ne vois pas de questions sur ça. J'ai juste un commentaire de Monsieur Georges Marinov
qui dit que la gestion d'une industrie décarbonée peut être un moyen de relocaliser ou de protéger notre industrie. De même, l'Europe a un rôle vertueux en mettant en place des contraintes réglementaires à l'import. Donc, qu'est-ce que vous pouvez peut-être répondre à ce commentaire? On peut peut-être y répondre effectivement sur deux plans. J'entendais Jérôme tout à l'heure qui parlait d'aide européenne. Je vais faire le début, Jérôme, je vous laisserai la parole ensuite. Effectivement, l'Europe a un rôle. L'Europe a un rôle. On peut s'étendre sur les différentes sphères. Néanmoins, l'industrie décarbonée, c'est un chemin sur lequel nous allons. C'est un chemin sur lequel nous allons, et en ce sens, les entreprises ont un rôle, l'État a un rôle, mais aussi le supranational. Donc, tant sur le financement que sur l'accompagnement. Donc, tout à fait, quant à la remarque. Oui, de mon côté, c'est un prisme très spécifique à Dualsun dans ma réponse, évidemment. On a été accompagné, nous, en tant que, on va dire, innovation, par des programmes H2020, qui sont des programmes spécifiques à l'Europe pour des aspects plutôt de R&D. Puis, on a pu, on va dire, accélérer nos investissements industriels. On a investi à peu près 500 000 € l'année dernière sur notre ligne de production, donc à Jujurieux, grâce à un AMI. Bon, alors là, ce n'est pas l'Europe en direct chez nous, mais ce sont des fonds européens derrière. Donc, on a pu bénéficier d'aides de ce côté-là pour essayer d'accélérer notre industrialisation. Alors, à chaque fois, c'est avec un ratio de 1 pour 1 entre fonds propres et subventions. Et c'est plutôt cohérent, il me semble. Donc ça, c'est pour le côté accompagnement à l'industrialisation. Et puis après, sur ce côté, dans le solaire en général, il n'y a pas encore de taxes sur les panneaux asiatiques qui arrivent en Europe. C'est quelque chose qui fait plutôt polémique pour le moment. Il y a des contraintes qui sont fixées en France sur un niveau de bilan carbone à avoir sur le panneau pour pouvoir bénéficier de certains niveaux de subventions. Donc ça, c'est quelque chose qui existe, mais il n'y a pas au niveau européen de blocage à l'import pour l'instant. Très bien. Merci pour ces précisions. Alors, effectivement, je me rends compte que j'ai reçu en direct un certain nombre de questions donc, que je vais poser. Merci à Frédéric qui a posé plusieurs questions qui s'adressent, je pense, à Jérôme. Frédéric nous fait le commentaire. Les cellules photovoltaïques viennent-elles de Chine? Ils ont cassé les prix. Comment pourrions-nous un jour les contrer? C'est la première question. Alors voilà, la cellule photovoltaïque, c'est encore une supply chain mondiale assez complexe à appréhender. Une cellule vient d'un lingot qui lui-même vient qui est du silicium en fait. Et ce silicium peut être produit à différents endroits dans le monde. Avec Dualsun, on a fait le choix d'utiliser un silicium qui a été produit en Norvège et qui a un plus faible impact carbone que ce qui est majoritairement aujourd'hui produit en Chine, pour l'aspect de la cellule en elle-même. C'est un choix assumé chez nous qui est d'essayer de choisir, de concevoir des produits qui ont le plus faible impact carbone possible. Mais ensuite, il y a quelque chose d'un peu ubuesque qui fait que les usines qui assemblent ces cellules photovoltaïques, ça représente en gros 10% de l'impact carbone du panneau, ce n'est pas du tout la globalité, sont majoritairement en Asie. Et donc aujourd'hui, nous, on est attentif à l'origine du silicium. On sait qu'on demande à nos assembleurs d'utiliser du silicium qui vient de Norvège, mais il est assemblé, et c'est un peu étonnant, en Asie pour l'instant. Et on récupère, nous, un composant, donc ça s'appelle un laminé photovoltaïque, qui a été assemblé en Asie. La prochaine étape pour nous, c'est de faire cet assemblage en Europe. Il n'y a pas assez de capacité de production actuellement en photovoltaïque en Europe pour nous permettre ça. Et donc, ça serait potentiellement une usine qu'on pourrait ouvrir. Mais là, c'est des capex qui dépassent largement nos capacités actuelles, mais j'espère que ça viendra bientôt.
Je ne sais pas si j'ai été clair dans ma réponse, n'hésitez pas à me demander de reformuler si besoin. Jérôme, il y a une autre question, deux autres questions qui te sont adressées. Quel est le pourcentage de la valeur ajoutée qui vient de France, si c'est possible d'y répondre? Et il y a une deuxième question que je te pose en même temps. Pourquoi le siège à Marseille et la production dans l'Ain? Pourquoi ne pas les avoir regroupés? Logique industrielle Oui, en termes bien sûr. d'implantation nationale. Sur notre panneau Spring qui dispose du label fabriqué en France, Made in France, on a plus de 55% des composants et de la valeur qui sont totalement Made in France. Les 45% restants, c'est cette histoire que je viens de raconter sur le photovoltaïque et le laminé photovoltaïque qui n'est pas encore faisable pour nous en France. On espère et on y travaille. Mais donc aujourd'hui, il y a 55% de la valeur du produit qui est fait en France. Et on en est déjà relativement fiers, c'est-à-dire tous nos brevets, tout ce qu'on a conçu, on l'a fait avec nos machines et des moules. Souvent, c'est de l'injection qui sont chez des sous-traitants basés en France. Et c'est quelque chose d'important pour nous. Et c'est un peu une frustration de ne pas réussir à le faire complètement sur le photovoltaïque. Et on espère, avec la croissance qu'on connaît, être capable de continuer à investir dans ce domaine-là. Pour l'histoire du siège à Marseille et de l'usine à Jugerieux, c'est un point peut-être intéressant pour illustrer la position du Halson. C'est-à-dire qu'on est, j'ai utilisé le terme, on a été une start-up, on s'est créé en 2010, on a été avant tout autour de la R&D, on est une équipe d'ingénieurs avec une composante marketing forte. J'ai expliqué que cette notion de machine de vente était assez centrale chez nous. Donc j'ai l'intuition que nos deux valeurs ajoutées principales, c'est sur la R&D autour du panneau et sur le marketing et la commercialisation de cette innovation. Et c'est un peu une conviction qu'il y a des personnes meilleures que nous pour industrialiser notre produit. Et donc, quand on a eu à monter en volume et globalement à produire, on s'est concentré sur notre valeur ajoutée qui est d'innover et de concevoir le panneau. Et on s'est appuyé sur des sous-traitants pour faire la fabrication. Alors, du coup, les 3 étapes de panneaux que j'ai pu mentionner en 2014, 2017, 2019, on est passé d'un sous-traitant à un autre. Nos volumes augmentaient entre-temps, donc ça nous permet d'aller sur des plus gros sous-traitants à chaque fois. Mais en fait, on a un modèle qui est totalement fabless, où on fabrique à Jugerieux dans une usine qui n'est pas la nôtre. On est locataire de l'espace au sol. Les opérateurs ne sont pas des salariés de Dualson. Ce sont des salariés du sous-traitant chez qui nous sommes hébergés. Pourquoi? Parce que ce sous-traitant nous semble bien meilleur que nous sur le process industriel. Ils ont une expertise depuis 30 ans. Ils fabriquent des pièces pour l'automobile, des pièces pour l'aéronautique. Et donc, ils avaient un espace disponible quand on s'est rencontrés pour loger la chaîne de fabrication du Halson. Et donc, on s'est appuyé après sur leur savoir-faire industriel, le fait qu'ils soient ISO 9001, ISO 14001, qu'ils ont des bureaux de contrôle qui passent régulièrement pour auditer leur fonctionnement industriel. C'était pour nous beaucoup plus logique de faire ça, et je crois que ça l'est toujours, que d'internaliser notre propre usine, qui est, je crois, une marche à franchir énorme et qui risquerait de nous déconcentrer de notre valeur ajoutée, qui est de bien innover autour du panneau. Voilà. Après, il y a eu des investissements industriels lourds à faire. C'est nous qui les avons portés pour pas que le risque soit porté par notre sous-traitant. Donc les machines, les CAPEX, les machines qui sont là-bas sont les nôtres. Par contre, elles sont opérées par un sous-traitant qui a un cahier des charges qualité à respecter. Voilà, c'est un modèle, je ne me rends pas compte à quel point il est original, mais qui collait parfaitement, on va dire, à ce constat de quelle est notre valeur ajoutée, l'innovation produit, le marketing et la vente du produit, mais la fabrication entre les deux. Il m'a semblé plus logique d'aller s'appuyer sur des experts, et d'ailleurs des experts qui sont plutôt en perte de vitesse et d'activité, et qui sont très contents de retrouver de l'activité par l'activité qu'on leur apporte. Voilà. Explication peut-être un peu longue, n'hésitez pas s'il y a besoin de clarifier. Merci Jérôme. S'il y a besoin de précision, je pense qu'on les verra dans le chat. On a une question d'Esteban pour Antoine. La question est suivante. Avez-vous constaté un renversement de tendance depuis la crise Covid, entre parenthèses, infléchissement de la désindustrialisation tendancielle depuis 1970, et ne craignez-vous pas que les aides publiques ne mettent sous perfusion l'écosystème et fragilisent la relocalisation? Alors, il y a plusieurs questions dans la question. Je vais essayer de m'y attacher, mais la question est particulièrement complexe et je vais même me permettre d'en rajouter une petite couche. C'est que avec le tarif de l'énergie, Jérôme en parlait il y a quelques instants, les tarifs de l'énergie, les cartes sont à nouveau rebattues.
Donc, effectivement, la crise Covid a rebattu les cartes. Effectivement, les énergies et les variations de tarifs sur l'énergie ont également rebattu les cartes. Aujourd'hui, l'élan, alors, relocalisation, mais je préfère rester sur réindustrialisation, est lancé. En l'occurrence, tant les pouvoirs publics que les chefs d'entreprise ont bien intégré qu'ils avaient beaucoup de leur intérêt qui était plutôt à produire local que à produire à distance. Maintenant, attention, toute chose égale par ailleurs, c'est pas vrai pour tous les domaines de l'industrie. Il y a certains domaines de l'industrie qui ne reviendront pas sur notre territoire. Pourquoi? Parce que socialement peu acceptable. Pourquoi? Parce que on n'a pas forcément les matières qui sont là, donc ça ferait des nouveaux flux qui n'auraient aucun sens. Bref, pour de très nombreuses raisons. Mais pour autant, il y a un élan de fond qui est là. Pour aller sur la deuxième partie de la question, ou pour terminer cet élan de fond ensuite, quelle dynamique est-ce qu'il va avoir dans les mois et les années qui viennent? Je pense que il faut être devin pour pouvoir le dire. Pour l'instant, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a bien des tendances qui sortent, mais enfin, avec les évolutions tout à fait permanentes, c'est compliqué de se positionner. Pour la deuxième question, est-ce que les aides ne mettent pas sous perfusion? On parle de plan d'aide, d'abord. Ensuite, dans ces plans d'aide, vous avez des industriels, et là encore, hein, je pense que, alors sans parler peut-être des plans d'aide, mais Jérôme, tu pourras peut-être parler un petit peu justement des financements que tu es allé chercher et que j'imagine tu dois encore porter aujourd'hui. Eh bien, ces plans d'aide ne sont pas, excusez-moi pour le terme, hein, mais ne sont pas des PGE. On parle de plans d'aide à long terme. On parle de plans d'aide sur lesquels les entreprises vont s'engager sur un long terme et sur lesquels il y a effectivement une valeur qui va être créée avec ce plan d'aide. Donc, je fais un petit peu la différence avec les subventions immédiates qui sont liées à une conjoncture précise et pour des bonnes raisons, mais avec ce type de plan qui est à long terme et sur lequel on parle vraiment d'une action de réindustrialisation ou du moins d'aider la réindustrialisation, 1, 2, 3, réindustrialisation à long terme. Voilà. D'accord. Merci Antoine hein, pour ces précisions. Alors pareil, hein, si je ne suis pas suffisamment clair, n'hésitez pas à réinterpeller Bruno. On a un autre commentaire, une autre question de Esteban concernant Jérôme. Est-ce que Jérôme Esteban souhaiterait savoir qu'est-ce qui a changé depuis 2010 depuis 2010, alors, excusez-moi, pouvez-vous donner quelques informations additionnelles sur la particularité de votre stratégie commerciale depuis 2010 et ce qui a changé depuis 2 ans pour que l'accélération soit aussi forte, x2 chaque année? Et question subsidiaire, allez-vous attaquer à l'équipement des parkings? Merci pour la question. En fait, quand je parle de machine de vente, je visualise ma machine. Et j'ai vraiment l'impression que c'est, je l'ai entendu de plusieurs entrepreneurs, j'ai vraiment l'impression que depuis 10 ans, de même qu'on a sorti une version 1, une version 2, une version 3 de notre panneau hybride qui était toujours plus performante, qu'on a sorti une version 1, une version 2, une version 3 de notre cycle de vente, qu'on a peaufiné, qu'on règle en permanence pour essayer d'être plus réactif possible pour nos clients, d'être plus pertinent possible dans notre proposition de valeur pour nos clients, et de régler ça en permanence. Je le vois comme une machine avec une centaine de paramètres à régler en permanence. Et j'ai vraiment l'impression que les 8 premières années ont été de la construction de la machine, voilà, pour garder mon image. Et là, on commence à être sur du paramétrage fin, mais qu'en fait, on a réussi à lancer quelque chose.
pour être peut-être plus concret, ce qu'on a fait, nous, c'est on est conscient qu'on vend une innovation pas si simple à mettre sur le marché, dans un marché du bâtiment, avec des installateurs de panneaux solaires qui sont finalement nos prescripteurs, et que ces installateurs ne sont pas forcément faciles à convaincre et qu'ils sont par milliers. Donc, il y a des milliers d'installateurs potentiels pour nous et on est 10 commerciaux au maximum. Donc, il y avait à trouver un peu une façon d'automatiser tout ça. Donc, ce qu'on a mis en place dès 2014, c'était une sorte de plateforme de mise en relation entre les clients finaux qui sont intéressés par nos panneaux et les installateurs qu'on référence sur notre plateforme. C'est le rôle de nos commerciaux de référencer les installateurs et qu'on va en fait mettre en relation. Si vous faites une étude sur notre site MyDualSun pour votre propre maison, on va vous proposer normalement, en ce moment c'est un peu embouteillé parce qu'il y a beaucoup de demandes, mais normalement on va vous proposer une mise en relation en 48 heures avec l'installateur le plus proche de chez vous. Si je fais le parallèle avec Uber, vous avez besoin d'un taxi au pied de votre immeuble à Paris, vous allez en quelques minutes avoir un taxi qui arrive chez vous. On a un peu cette logique-là de dire j'ai besoin d'un installateur pour installer des panneaux solaires chez moi, j'ai besoin qu'il me recontacte relativement rapidement, donc on met en place nous un process interne qui fait que en fonction de la qualité du lead, on va le mettre en lien avec l'installateur le plus proche qui va le plus correspondre aux besoins du lead. Donc tout ça, c'est des choses qui sont très digitales, qui se règlent progressivement. Et depuis 2 ans, on a vraiment, je pense, trouvé le bon fonctionnement avec nos installateurs et avec les leads. Et on a réussi à faire vraiment décoller la demande entrante des leads, des particuliers qui veulent équiper leur maison, qu'on a réussi à bien mettre en relation avec les bons installateurs en face. Et derrière, ces installateurs font les ventes et vendent nos produits. Ça a été long à accomplir, à mettre en place. C'est en place à peu près. Il y a encore un chemin très long et je suis toujours un éternel insatisfait. Donc, je sais qu'on va encore améliorer tout ça. Mais pour l'instant, ça a donné lieu à un vrai décollage des ventes depuis 2 ans. Voilà, c'est pour essayer d'illustrer ce côté pourquoi ça a été si long et pourquoi maintenant ça décolle. C'est, je crois, un réglage fin qui est, à mes yeux, une équipe aussi importante chez nous, cette équipe qui gère le digital et la plateforme de vente, que l'équipe qui développe le produit, quoi. Chez nous, on a vraiment 2 jambes et 2 équipes, alors qui collaborent de très proches, mais avec une équipe ultra digitale, des développeurs informatiques qui peaufinent en permanence cette mise en relation, et une équipe d'ingénieurs produits qui rentrent dans comment améliorer les performances du panneau et améliorer sa compétitivité. Sur l'autre question des parkings, ce n'est pas aujourd'hui un marché qu'on vise avec Dualsun. C'est aussi, comment dire, un travail qu'on a fait et qu'on continue à faire, hein, de se dire mais où est-ce que notre innovation est pertinente, où est-ce qu'on a de la valeur ajoutée pour nos clients par rapport à des panneaux asiatiques. Et en fait, sur les parkings, les clients, les gros développeurs qui équipent les parkings de panneaux ne font pas la différence entre un panneau Dualsun et un panneau asiatique, pour parler vulgairement, et je les comprends finalement, ils ont besoin d'un prix. Et on n'est pas, nous, sur ce marché-là. Alors, par accident, on a des clients qui équipent des parkings avec nos panneaux, ça arrive, mais ce n'est pas quelque chose qu'on recherche, quoi. Très bien, merci Jérôme. On a une nouvelle question qui s'adresse peut-être à Antoine. Beaucoup de dirigeants disent qu'ils ont du mal à trouver les communes prêtes à accueillir de nouveaux investissements industriels. Les riverains s'y opposent toujours. La question, parfois violemment. Comment lutter contre cela? On parle d'actualité. On parle d'actualité. Merci pour la question. Alors, je vais me permettre, monsieur ou madame qui a posé la question, on ne va pas lutter contre. On va construire avec. Excusez-moi pour la sémantique, pour le jeu de mots, mais c'est effectivement la seule démarche qui va permettre d'accéder aux fins souhaitées. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je vais appeler ça population et réseaux sociaux, et je vous donnerai un autre exemple juste après, qui est aussi un exemple, hélas, d'actualité. Population et réseaux sociaux ont une très forte puissance. Petit 1. Petit 2, dans l'intérêt à terme de l'entreprise, c'est peut-être mieux d'avoir effectivement du riverainage qui soit adhérent au projet. Pour la bonne et simple raison qu'aujourd'hui, on peut constater que des entreprises qui sont situées en zone urbaine, non pas parce qu'elles se sont installées en zone urbaine, mais parce qu'elles sont devenues en zone urbaine, la zone urbaine est venue encercler ces entreprises, ont des difficultés parce que les riverains commencent à contester leur position.
Et régulièrement, devant la justice, ce ne sont pas elles qui gagnent. Ce sont bien les associations de riverains ou les mairies, si tant est que les mairies prennent parti. Donc, si vous voulez, il y a un intérêt à ce que le déploiement se fasse avec une coopération. Ça prend un peu plus de temps. Ça prend un peu plus de temps parce qu'effectivement, il y a un plan de communication à déployer. Ça prend un petit peu plus d'argent parce qu'il faut se faire aussi accompagner. Et enfin, ça demande aussi effectivement une certaine finesse politique pour travailler avec tous les acteurs sur ce sujet-là. J'ai glissé le mot réseaux sociaux. J'ai glissé le mot réseaux sociaux. Alors, je n'ai pas le fin mot de l'histoire, on l'aura dans les jours qui viennent, mais juste pour parler de notre fameuse peluche des JO, pour ceux qui ont suivi un petit peu l'actualité ces 2 derniers jours. On a reproché à Doudou et compagnie, ou du moins on a reproché au comité d'organisation des JO 2024 de faire produire une peluche en Chine. Bon. Monsieur Joly, le patron de Doudou et compagnie, s'est exprimé aujourd'hui sur les réseaux sociaux pour expliquer ce qui s'était passé. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a effectivement déployé une usine. Sauf que le temps de la mettre en œuvre, le temps de former les gens et le temps de mettre de manière efficace son outil de production, eh bien, à un moment donné, il a tout de même fallu faire face à la demande. Donc, c'est là où je glisse le mot réseaux sociaux. Quel est le fin mot de l'histoire? Je ne suis pas encore allé voir, je ne le sais pas, mais toujours est-il que, effectivement, quand on a un projet de réindustrialisation, ça n'est pas juste l'industrie. Là encore, je reviens sur mon écosystème, c'est tout un écosystème qu'il faut déployer. Très bien. Antoine, merci pour ces commentaires. À travers le chat, notamment les messages que j'ai reçus en direct, nos intervenants vous remercient tous les deux pour vos réponses très claires, point d'exclamation. Donc, je vous passe le message. Et il y a un message particulier pour Jérôme qui nous dit bravo pour le silicium en Norvège. Les rendements, on parle de rendement aussi. On devrait communiquer bien plus sur des réussites comme la vôtre. 3 points d'exclamation. Donc, Jérôme, au-delà de la technique et de la commercialisation, il y a aussi la communication qui fait partie de vos facteurs clés de succès, apparemment. On y travaille tous les jours. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn. Parfait. Nous sommes dans les délais que nous avions convenus. Je souhaite remercier nos 2 experts intervenants. Merci Antoine pour le partage de ton expérience. Merci Jérôme, félicitations pour votre réussite industrielle. Merci à tous nos participants d'avoir suivi ce webinaire. Je remercie aussi Eva, bien sûr, pour avoir préparé et organisé cet event. Si vous avez besoin de panneaux solaires, vous avez compris que vous pouvez contacter Jérôme, nous vous rappellerons ses coordonnées. Si vous avez besoin d'un appui logistique et industriel, vous savez que Antoine se tient disponible. Et si vous avez besoin de compétences en management, en finance ou en RH, vous pouvez aussi compter sur le réseau FITI Network. Très prochainement, nous partagerons le replay de ce webinaire. Nous vous enverrons aussi un lien pour pouvoir accéder à la présentation. Je vous remercie à tous. Il est 19h. Je vous souhaite une bonne soirée et j'espère à bientôt pour de prochains événements avec le réseau FITI Network. Merci à tous. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.